أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de vendredi dans le cadre de cette émission, l'émission Jeunesse Active. Rappelons que c'est une émission qui vous a été offerte par l'AEMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger, en collaboration avec la télévision Bonferré. Pour ce nouveau numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de l'orientation des nouveaux bacheliers. Je répète, l'orientation des nouveaux bacheliers. Pour débattre de ce sujet, je reçois justement un invité sur ce plateau, M. Seydou Chekaro. M. Seydou Chekaro, vous êtes le coordinateur du projet Mon École. Le projet Mon École, brièvement, ça veut dire? Le projet Mon École, c'est un projet qui vise à réussir le milieu scolaire nigérien et aussi à conscientiser la jeunesse. Donc, d'une manière synoptique, voilà ce que nous faisons. Nous essayons d'amener le changement à travers un programme qui consiste aussi à exploiter les œuvres nigériennes pour avoir les connaissances ancestrales et culturelles du Niger. Merci M. Seydou Chekaro. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Monsieur, donc je le disais tantôt, nous allons débattre de ce thème, orientation des nouveaux bacheliers, c'est le thème d'aujourd'hui. On va rentrer donc dans le vif du sujet, Monsieur Seydou. Ils sont nombreux aujourd'hui, les nouveaux bacheliers de cette année. Des félicitations d'abord à leur égard. Justement, oui. En tout cas, je tiens à les féliciter, et particulièrement à nos bacheliers, parce qu'au sein du projet Mon École aussi, nous avons encadré des candidats et qui sont admis. Donc, je tiens à les féliciter, de manière générale, en tout cas, tous les candidats. Voilà. En allant dans ce contexte, orientation des nouveaux bacheliers, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau brièvement des universités et écoles supérieures au Niger? Voilà. Donc, avant tout propos, je remercie d'abord de m'avoir offert cette occasion de remercier, de rendre hommage à mes maîtres d'école, qui, sans l'amour et l'abnégation desquels, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. D'autres sont décédés, d'autres vivent encore. En tout cas, décédés ou vivants, qu'ils soient tous remerciés de l'aumône qu'ils m'ont faite, de leur patience, de leur savoir, et qui les rendent au centuple. Donc, parlant des écoles, on a coutume de le dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je commencerai par l'école des mines, de l'industrie et de la géologie. Aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles. Il y a toute une panoplie d'écoles d'enseignement supérieur. Vous commencerez justement par les universités publiques, presque dans chaque région, mais aussi à Niamey, c'est là il y a une prolifération d'écoles où chaque année, vous trouverez des nouvelles écoles qui sont créées par-ci, par-là. Mais dans toutes ces écoles, la chose qu'on doit rechercher, c'est la qualité d'enseignement. Et je proposerais peut-être qu'on puisse revoir plusieurs cadres, parce que l'EMIG, l'ENA, l'INSP, ESEP, qui est ancien EST, justement, sont des écoles étatiques et aussi sont des écoles qui ont toujours existé et qui montrent en tout cas d'une certaine qualité. Et des écoles qui sont créées à leur image doivent aussi s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire, de ce que font en tout cas ces écoles-là, pour qu'on puisse avoir un enseignement de qualité. Alors, en dehors de Niamey, est-ce que vous avez aussi d'autres idées par rapport aux autres régions? Oui, justement, donc vous prenez un peu la région de Dosso, la région de Maradi, il y a toujours des instituts, il y a toujours pas mal d'écoles de santé, surtout des écoles de gestion, parce que là, il faut aussi se dire, c'est le contexte qui est là aujourd'hui, les écoles de gestion et de santé sont d'une importance capitale, parce que je dirais, le secteur en a besoin, parce que les contextes ont changé, du coup, la plupart de ce métier-là demandent en tout cas beaucoup. Et là, ce qui bloque surtout, je dirais, certaines écoles, c'est surtout la promotion d'enseignement de qualité. Nous sommes toujours avec l'excellence. Nous voulons vraiment que l'excellence soit prônée. Alors, selon vous, en tant qu'étudiant, quelle est la particularité que cet étudiant doit viser, en tout cas vis-à-vis de ces écoles et universités que vous venez de nous citer? En tout cas, la première des choses que l'étudiant doit viser, je l'ai dit tantôt, c'est l'enseignement de qualité. Et même pas l'enseignement de qualité, l'élève ou bien l'étudiant en tant que tel doit se dire, d'abord j'ai une mission à accomplir. Je passe par une école, même si j'ai les enseignants les plus qualifiés du monde, si je n'arrive pas à m'adonner pleinement à mes études, vous allez me retrouver peut-être dans une certaine situation où je vais dire que l'école n'est pas bonne, ou bien là, les enseignants ne sont pas d'une expérience
démontrer tout ça là. Donc il faudrait que les gens aussi arrivent à fournir l'effort de travailler et de comprendre ce qu'on voudrait les faire comprendre. Donc la première des choses, c'est l'enseignement de qualité que l'élève doit en tout cas mettre au devant de tous ses choix. En parlant d'une mission à accomplir, vous faites exactement référence à quoi du côté de l'étudiant? Voilà, donc la mission qui est là, la mission primaire d'un apprenant, c'est d'apprendre et de comprendre. Et aujourd'hui, la mission à accomplir, c'est d'exceller. On doit exceller dans tous les domaines. Donc c'est ça la mission à accomplir dans ce processus de refondation. Ce que l'étudiant a apporté, c'est pas de prendre les armes, c'est pas de trop crier, non, non. C'est de travailler et qu'on puisse avoir des cadres compétents qui vont pouvoir servir ces pays. Donc voilà. Parmi toutes ces universités que vous avez citées, est-ce qu'on peut parler de qualité d'enseignement? Est-ce qu'on peut parler de cette qualité plutôt, la qualité de l'enseignement? En tout cas, l'université Abdou-Moumouni reste la référence. Et là, en termes d'école aussi, l'EMIC reste et demeure la référence en termes d'école ou bien d'enseignement professionnel. Donc là, la qualité, elle est surtout relative aux enseignants. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et c'est de l'université que tous les enseignants qui sortent, qui partent ailleurs, enseignent ou ils partent même en Europe à enseigner. Donc moi, je dirais que l'université Abdou-Moumouni reste et demeure la meilleure des écoles. Merci beaucoup, M. Seydou. Et nous rappelons que nous avons un deuxième invité sur ce plateau, M. Hassan Kadri Souley. On vous surnomme Egel aussi. Vous êtes le secrétaire général actuel de l'UNUN, l'université Abdou-Moumouni de Niamey. M. Kadri, assalamu alaikum. Alors, merci d'avoir en tout cas accepté notre invitation. Monsieur Kadri, peut-être avant de vous poser sur les questions d'exigence et opportunité, on peut peut-être revenir sur cette question orientation des bacheliers. Par exemple, pouvez-vous nous dresser un tableau brièvement des universités et écoles supérieures du Niger selon vous? Alors, vous avez une idée? Merci vraiment à la télévision Bonferré de nous avoir donné cette opportunité-là de prendre la parole au nom de la jeunesse, mais aussi et surtout au nom de la jeunesse estudiantine. Donc, en ce qui concerne le tableau adressé aujourd'hui, après d'abord félicitations aux camarades qui ont réussi le bac, qui est l'une des tentatives les plus compliquées dans le cadre du parcours scolaire, il faut le rappeler. Nous allons dire tout simplement qu'au niveau des universités, et en termes de tableau, je ne sais pas si vous faites la référence à là où on est ou bien qu'est-ce qui est enseigné là-bas. En termes de tableau, je voudrais des clarifications par rapport à la question. Une sorte de liste. Voilà, et nous avons à l'université de Niamey, en dehors de l'école normale supérieure, la faculté de lettres et sciences humaines, la faculté des sciences et techniques, la faculté d'agronomie, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences juridiques et politiques, et au niveau de la faculté des sciences de la santé. Donc en termes d'école et de faculté, donc ce qui est de l'université. Leur pertinence. Et en termes de pertinence, il faut le reconnaître que chaque discipline, dans une certaine opacité, a quand même une mission pour laquelle elle a été fondée. Les sciences doivent répondre non seulement à la curiosité humaine, mais aussi et surtout exempter les techniques et les sciences pour exempter l'homme des tâches fastidieuses en matière de sciences. Au niveau de la fac de sciences, certainement, c'est pour qu'il y ait des ingénieurs d'une manière ou d'une autre, des informaticiens, des physiciens qui vont sauver le monde et l'humanité dans son ensemble. Même si, dans la caricature qu'on fait souvent, on parle d'archaïsme et de théorie, plus que de pratique, mais dans les faits, voilà les raisons pour lesquelles les sciences et les techniques ont été mises en place. Donc là-bas, on veut vraiment soulager l'homme des difficultés qu'il vit au quotidien. Au niveau de la fac d'agronomie, on le sait, c'est toujours les questions au-delà de la question de l'alimentation, parce qu'il faut le reconnaître, on est dans une question de lutte pour la souveraineté alimentaire, parce que la souveraineté alimentaire va de pair avec une révolution réussie. Tant qu'on tend la main, on n'est pas encore révolutionnaire. Donc, nous supposons que si, par exemple, on mise plus sur la faculté d'agronomie, avec toute l'expérience acquise au fil du temps et de l'espace, même les étudiants peuvent prendre ce pays en charge. Donc, en dehors de cela, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la triste réalité, et qui est d'ailleurs même à féliciter, c'est qu'il y a tellement de masters à partir de la licence. Oui, pour le nouveau bachelier, ils ne se contentent que d'être agronome, d'être appelé agronome. Mais dans les faits, au fil du temps, au-delà de l'agro général,
il y a les aspects comme nutrition, foresterie et économie rurale. Il y a beaucoup de questions qui seront traitées lorsque l'étudiant atteint un certain niveau. Donc, au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion, maintenant, ce que nous avons remarqué ces derniers temps, c'est qu'il y a une certaine... d'abord, il y a le département de gestion et le département d'économie. Mais il y a des branches et des branchioles. Lorsque l'étudiant évolue, à partir de la 3e année, il y a des spécialisations, des filières spécialisées et qui vont permettre à l'étudiant d'avoir très facilement accès au marché de l'emploi. C'est-à-dire, il y a une certaine professionnalisation et beaucoup de masters sont à ce niveau-là. Nous félicitons vraiment et encourageons les autorités de cette faculté d'art pour cela. C'est ce que nous avons remarqué ces dernières années. Au niveau de la fac de lettres et de sciences humaines, nous avons d'abord le département d'anglais, ensuite le département de géographie. Après géographie, il y a histoire. Après histoire, il y a lettres, arts et communication. Après lettres, arts et communication, il y a la faculté le département de psychologie, de sociologie et de philosophie. Donc, près de 8 départements. Maintenant, là aussi, le constat, c'est qu'il est difficile de faire l'étalage de ce que chaque département offre comme débouché, mais l'essentiel à retenir à ce niveau est que, au niveau, tout dépend du vœu de l'étudiant, de ce qu'il s'est fixé comme objectif. Parce que ce que beaucoup de gens passent à côté à ce niveau, c'est le fait de croire que tout le monde doit réussir dans la même direction et dans le même sens. Eh bien, si tout le monde devient agronome, qui sont ceux-là qui vont conduire la destinée politique du pays? Si tout le monde va devenir, par exemple, philosophe, écoutez, il faut qu'il y ait des techniciens et des ingénieurs qui vont aussi prendre en charge la technicité de la gestion de l'État et à bien des échelons et à tous les niveaux. Donc, si peut-être une question sera réservée à ce niveau, je saurais comment m'y prendre. En ce qui concerne la faculté des sciences économiques et des sciences juridiques et politiques, là aussi on a d'abord, au début, l'étudiant va s'inscrire seulement en droit, du droit tout simplement. Mais au fil du temps, à partir de la 3e année, l'étudiant a le choix entre être de la carrière judiciaire, et là même, il faut préciser que l'étudiant peut choisir d'être publiciste, comme ils le disent, et tout comme il peut être du droit privé. Donc, droit public, droit privé, il y a aussi la carrière internationale, et je crois bien qu'il y a sciences politiques également. Donc, en ce qui concerne pour le droit, déjà, vous connaissez déjà les débouchés. Et on le vit au quotidien. Au-delà d'être juge et avocat, il y a aussi l'aspect le plus important qu'il faut reconnaître, que ceux qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau, certains arrivent à être des notaires et tout ça là, ils arrivent quand même à gagner leur pain à la sueur et rapidement quand même, en ne fuyant même pas à travers un simple cachet. Donc en ce qui concerne la faculté des sciences de la santé, là il y a fondamentalement 2 départements. Le département de médecine et le département de pharmacie. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi que parallèlement, on prend des gens qu'on appelle des camarades qu'on appelle les techniciens supérieurs, qui forment aussi un département. Donc pratiquement dans le domaine de la santé, de la pharmacie et des techniciens supérieurs, nous avons également 3 départements. Je ne sais pas quelle faculté je n'ai pas pu citer. D'accord, c'est déjà bon. Monsieur Kadri, en tout cas, beaucoup parlent de retard souvent dans les études universitaires. Vous, en tant que secrétaire général aujourd'hui de l'UNUN, est-ce qu'on peut espérer un changement par rapport à ces retards? Bon. Il faut souvent, de temps en temps, être positif et positiviste. Au fil des efforts combinés, à l'échelle de l'État, de façon globale, et à l'échelle de l'université, et des associations, à la fois des étudiants, des associations des enseignants-chercheurs et même des personnels administratifs et techniques, nous sommes parvenus en concordance sur des efforts qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que cette année, c'est peut-être un cas d'exception. Il y a eu beaucoup d'avancées. L'essentiel, c'est non seulement garder le rythme de la discipline, parce que le plus souvent à l'université, ce qui empêche l'évolution, c'est l'indiscipline, à tous les niveaux. Quand je parle d'indiscipline, je mesure mes mots, ce n'est pas dans le sens de faire de l'indiscipline moi-même, mais c'est de dire la réalité des choses. Qu'est-ce que j'appelle l'indiscipline?
c'est le fait de refuser de faire ce qu'on doit faire. Et à l'université, vous trouverez des gens qui sont au-dessus des lois. À l'université, tu vas voir quelqu'un qui va supposer que lui, il est le maître des choses et il prendra en otage tout un département ou toute une option ou tout un master quelconque ou bien toute une faculté. Parce que tout simplement, il est le plus grand de la faculté parce qu'on lui a donné cet espace. Et cela se trouve également au niveau des étudiants qui souvent choisissent aussi d'être un peu plus indisciplinés. Mais la bonne nouvelle est qu'à partir de cet instant, si vous avez remarqué, ça fait déjà près de 3 années où on ne fait plus de grève à l'université. Même quand vous entendez mot d'ordre, ça ne dépassera pas 24 heures. Et même pour les 24 heures, souvent, c'est pour des objectifs bien déterminés. Accompagner un mouvement quelconque, ou bien parce qu'il y a eu deuil ou quelque chose comme ça, quelque chose quand même qui peut être explicable rationnellement et raisonnablement. Alors, donc, l'évolution, nous avons la ferme conviction que si l'on garde le rythme de la rigueur et de la discipline, les camarades qui sont nouvellement bacheliers, ils peuvent sourire et se dire que nous allons réussir. Et d'ailleurs, moi je ne crois pas en la philosophie classique qu'on enseigne à ceux qui viennent d'avoir le bac. Considérant l'université comme étant une sorte de garage où on est stagné et on n'évolue pas. Je me demande bien comment il y a eu donc des enseignants-chercheurs, des professeurs titulaires, des maîtres de conférences, des maîtres assistants, des docteurs et des doctorants. Alors, s'il y a eu tous ces grades-là au fil du temps, et souvent avec un âge relativement jeune, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut aussi le faire aujourd'hui. Ce n'est pas un miracle. Aucune discipline n'est descendue du ciel. Tout a été inventé par l'ingéniosité de l'esprit humain. Et ça ne peut pas donc être quelque chose de difficile ou impossible à un autre esprit. En ce sens, l'essentiel, c'est pour l'étudiant, à mon sens, c'est de choisir là où il veut et là où il peut. Parce que nous ne sommes pas aussi raisonnables souvent dans nos choix. Parce que les amis partent, par exemple, en sciences. Je dois être nécessairement en sciences. Et peut-être on peut avoir un bac D et revenir faire philosophie. Moi, je connais des professeurs, tel le professeur Abdo Sarki, qui doit être le premier professeur titulaire au niveau de l'université de Niamey, et pourtant qui a un bac D et qui est inscrit en philo. C'est un exemple que je cite. Donc, pour dire, autant on a une passion, autant cette passion est motivée par la capacité que vous avez de faire et surtout l'amour que vous avez, certainement vous allez réaliser ce que Hegel appelle l'universel. L'universel est réalisé, j'entends par universel la réalisation des grandes choses, pas des petites choses, la réalisation des grandes œuvres, ce qu'il appelle les grands desseins de l'humanité. Tous les grands desseins de l'humanité sont portés par des hommes qui y sont passionnés. Autant on veut la chose, autant on peut faire la chose. Mais le plus souvent, on part et on essaie d'aller là où on ne pouvait pas aller. Parce que la vie à partir du lycée déjà, c'est une certaine spécialisation qui se fait. Moi, je suis par exemple relativement bon en littérature. Je ne peux pas me permettre de dire forcément il faut que je sois en sciences. Ce n'est pas possible. Donc, c'est aux étudiants de savoir là où s'inscrit. L'évolution est tout à fait possible. Et je voudrais aussi que, au lieu de caricaturer l'université, qu'on aide l'université. C'est-à-dire qu'on voit là où ça ne va pas, on part de ce qui est pour changer ce qui ne va pas. Telle est notre philosophie. Et cela ne doit se faire qu'à partir de la combinaison des efforts, au-delà de l'échelle, à l'échelle de l'État, des autorités, du gouvernement, au niveau de l'université aussi, que chacun fasse son travail bien. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Telle est la philosophie que nous avons toujours cultivée. Merci M. Kadir, nous allons y revenir. M. Seydou, que peut-on dire des écoles et instituts supérieurs, c'est-à-dire exigences et opportunités? Aujourd'hui, moi, je dirais que s'il y a un domaine qui a fait couler beaucoup d'encre, a fait l'objet de plusieurs réunions et débats, c'est bien le domaine de l'éducation. En ce qui concerne notre système éducatif d'abord, parce qu'il faudrait y revenir. Là, d'abord, comment il est conçu et qu'est-ce qu'il a à donner ou bien à offrir comme opportunité. Je reviendrai un peu sur d'abord le système éducatif. Donc, en ce qui concerne le système éducatif, c'est un système éducatif qui aujourd'hui, il faut se dire les choses terre à terre comme on le dit, c'est un système qui est malade. L'école nigérienne, elle est malade. Et elle est malade à tous les niveaux, que ce soit du niveau primaire jusqu'à l'université. En tout cas, on constate aujourd'hui une baisse de niveau qui ne dit pas son nom. Donc aujourd'hui, pour revenir sur tout ce qu'on a pu avoir
comme un système pour pouvoir tenter à la refonte du système éducatif, à savoir les débats télévisés, un peu l'introduction des langues maternelles, les activités productives, APP, pratiques et productives. Donc tout ce qu'on a eu à mener, en tout cas il faut se dire, hein, c'était juste des illusions, c'était de la fiction. Ça n'a pas marché. Parce que c'était quoi? On vit toujours de la théorie. On vit de la théorie et aujourd'hui on doit se départir de cette théorie-là et passer au pragmatisme. L'action, on a toujours à parler les plus beaux discours, les discours les plus instructifs des livres, les programmes les plus mirobolants ne nous aideront pas à résoudre le problème de l'éducation. Tant que nous n'aurons pas le courage de définir ce que nous voulons, ce que nous sommes et comment l'obtenir. Aujourd'hui, le Blanc qui a conçu l'école, il l'a conçu en tout cas conséquemment à travers son programme de mission. Moi, je voulais avoir des cadres pour servir. Et là, il a fini. Le contexte aujourd'hui a changé. Les contextes ont changé. Du coup, tout doit être changé. Aujourd'hui, ni le promoteur de ça, ni nous-mêmes qui sommes en train de subir ça, personne n'est là à promouvoir, ou bien dire, à parler des bienfaits, c'est-à-dire de ce système éducatif. À chaque fois, on voit, on finit, bon voilà, c'est le chômage. On finit, voilà, quand tu n'as rien à faire, souvent tu es frustré, il y a la dépression un peu partout. Du coup, ça ne te renvoie pas à être toi-même, à être productif pour ton pays et pour que le pays puisse profiter de toi. Donc aujourd'hui, c'est un système qu'on doit revoir même en tant que tel. Nous sommes les activités principales de ce pays, du Niger, c'est quoi? C'est l'agriculture, l'élevage. Mais pourquoi ne pas encore investir? Quand je dis investir, pas que sur le plan financier, non, non. Même il faut regarder au niveau du personnel, qu'est-ce qu'il nous faut? Et de tracer et d'avoir un système éducatif qui va répondre à nos réalités et qui nous sera adapté en fonction de nos réalités, pas de prendre et de copier. Tout ce qu'on a eu à faire depuis tout le temps, les ateliers, les formations, les forums, les forats, tout ce qu'on a fait, en fait, c'était juste des vaines spéculations. Il faudrait passer à l'action. Et aujourd'hui, les débouchés qui peuvent être découlés de ces universités-là, vous allez prendre, on a quoi comme besoin? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont réticents, récalcitrants vis-à-vis de l'école, ou bien vis-à-vis de l'université à Oumoun. Ils se disent quoi? Quand vous partez là-bas, dans tous les cas, vous allez sortir chômeur. Quand tu fais génie civil, on dit génie chômeur. Donc, ça montre qu'en réalité, même quand tu finis, il n'y a pas un métier pour toi qui est prévu. Le système n'a pas prévu de travail pour toi. Donc, toi, tu es appelé à te démerder, à te débrouiller, à chercher à pouvoir joindre les deux bouts. Or, en tant qu'étudiant, en tant qu'ingénieur, une fois fini, on doit servir la patrie. Mais c'est ce qu'on ne constate pas, en tout cas à ce niveau. Donc, nous voudrions que le système éducatif soit revu et que nous puissions aussi avoir des innovations. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le système classique. Vous finissez, vous lisez, vous finissez, bon voilà. En réalité, vous ne connaissez rien. Moi, je suis de l'EMIC. EMIC, vous allez étudier, vous allez finir ingénieur en ingénieur TP, ingénieur en électromécanique. Vous finissez en réalité, si on vous demande concrètement qu'est-ce que vous savez faire, je vous assure, c'est notre question. Là, j'ai le diplôme, j'ai tout, mais qu'est-ce que je sais faire? C'est une question aussi à se poser. Parce que tout simplement, on n'a fait que de la théorie. Pratiquer, c'est autre chose. Un ingénieur, il est appelé à concevoir. On ne peut pas avoir un ingénieur de salon, comme on l'a dit. Tu es ingénieur, mais tu ne sais rien faire. Mais c'est parce que ce qu'on nous montre à l'école, ce n'est pas ce qu'on doit nous montrer. Donc voilà ce que j'ai à dire. Donc c'est de redresser un peu le système éducatif par rapport à tout ce qui va suivre, mais par rapport à nos réalités. Et pour qu'on puisse sortir ce pays dans ce gouffre dans lequel il a tant vécu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes dans un processus de refondation des souverainetés. Et qui parle de souveraineté parle forcément, je dis bien, parle forcément de l'application de ces produits finis. Mais s'il y a les produits qui sont finis, il y a une certaine mévente qui ne dit pas son nom. Donc je peux utiliser le mot mévente donc du produit fini. Et ça fait un encombrement et qui arrive à délabrer beaucoup de situations. Donc nous voudrions assurer que quand vous finissez automatiquement, que vous soyez, c'est-à-dire dirigé. Et quand même au niveau, maintenant, parce que le jeudi, juste ce jeudi-là, jeudi 18, il y aura une présentation de foi. Souvent, quand on vous oriente dans des écoles professionnelles, où là, vous allez apprendre un peu les métiers pratiques avec les 10 doigts, les gens disent que non, quand vous faites la menuiserie, bon, c'est parce que l'école, ça ne va pas. Donc, c'est comme si la personne, c'est un taré, c'est un cancre, c'est pourquoi de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je vous dis, allez-y voir, juste ici au niveau du centre CMCAN, face à EAMAC, le jeudi, il y aura une présentation. Des élèves de CM2, hein, CM2 qui ont eu 2 ans de formation, qui ont construit, qui ont fabriqué des choses, qui ont cousu des habits.
Et si on vous montre un peu une table qui peut être transformée en échelle, qui peut être transformée en lit, une table qui a été aussi fabriquée par des Nigériens, par des petits, qui venaient juste de l'école primaire, CM2, hein, et qui souvent même ce sont des jeunes qu'on est en train de récupérer. Et pourquoi ne pas faire de ça une réalité et de travailler, connaître des choses palpables, pas connaître des choses juste toujours abstraites et qu'on arrive toujours à parler dans l'illusion, on voudrait faire, on voudrait faire. Certes, on a besoin de ça, mais on a besoin de choses aussi qui sont applicables et qui sont concrètement, c'est-à-dire rentables. Et donc, c'est de ça nous avons besoin. Alors, Monsieur Seydou, toujours par rapport aux filières, en ce qui concerne les écoles et instituts supérieurs, quels sont les critères et les procédures qui peuvent en tout cas permettre aujourd'hui à ces étudiants d'être acceptés? Bon, d'abord, je dirais à l'EMIC, pour passer à l'EMIC, il faut passer d'abord par un concours. Il faut aussi avoir le bac scientifique, soit série D, série C ou série E. Il y a aussi des professionnels qui peuvent avoir. En tout cas, il faut avoir un bac scientifique. Et là, vous allez concourir entre 700 et 800 personnes. Maintenant, bon, avec le tas, parce qu'avant, il y avait un problème d'hébergement, parce qu'il y avait le lycée d'excellence à l'EMIC. Donc là, ils sont dans leurs locaux. Donc nous, au niveau de l'EMIC, on peut prendre jusqu'à 100 ou bien 120 élèves aujourd'hui, donc peuvent intégrer l'EMIC. Et c'est après un concours et qui se fait comme ça. Il n'y a pas de, comme les gens le disent, c'est parents, amis, connaissances. Non, non, moi j'ai intégré l'EMIC, je ne connaissais personne. Vous faites votre concours, vous allez avoir votre concours et puis vous allez passer. Quand vous prenez les écoles comme ENAM, comme ESEP, donc l'ancien ST, là c'est le bac série A et aussi ça demande. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire une chose. Il y a quelque chose qui fait en sorte que le pays là, ne peut pas avancer si on ne change pas les choses. C'est la promotion de l'excellence. L'excellence n'est pas récompensée. Vous allez trouver quelqu'un qui est là. Avant, à l'école primaire, quand c'est toi le premier, tu as des cahiers, tu as des bics. Le dernier même, en fait, il ne veut pas venir le jour de la remise des bulletins. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Tu es dernier, tu es premier, on te remet ton bulletin. Moi, je me rappelle en terminale, on m'a remis mon bulletin comme ça, là. J'ai cru prendre ton bulletin. Mais ça, là, c'est un bulletin sec. Et pourtant, j'étais parmi les 3 premiers de la classe. Et là, on vous remet le bulletin comme ça, là, sec. Ça montre que même si tu veux travailler, sauf si tu as une autodétermination en toi, tu te dis, voilà ce que je dois atteindre comme objectif. Donc, je dois me donner les voies humaines pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Sinon, tu es motivé de l'autre côté, il n'y en a pas. Mais dans d'autres pays, on voit le premier, même au Mali récemment, les premiers ont été récompensés par un entrepreneur et tout ça là. Pourquoi ne pas promouvoir quand tu finis le premier de la promotion, mais il doit être embauché? Si les premiers de l'école ne sont pas les premiers de la vie, je vous assure, toujours ceux qui partent à l'école là, malgré eux, ils vont dire, bon voilà, vous qui étiez les premiers là, aujourd'hui vous êtes où? Et nous qui sommes, voilà, c'est que vous disiez, voilà, nous sommes devenus quoi. Donc c'est pour changer la mentalité d'abord. Donc pour accéder, moi je voudrais toujours qu'on mise sur l'excellence, sur la qualité même de l'enseignement. Et parce que l'élève même qui doit admettre à ce concours doit avoir certains critères. Parce que quand vous prenez à l'EMIC, je vous dis, il faut d'abord avoir le bac série C et série scientifique. Et là aussi, il y a des écoles comme ENAM. Et maintenant, il y a des écoles comme écoles des cadres, les écoles de santé. Et là, vous partez aussi, vous payez. Et là, il y a le dire dans ses propos, il faut faire ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que des amis sont partis à l'EMIC, moi je dois partir à l'EMIC. Non. Il n'est pas dit que la réussite est à l'EMIC. Je peux réussir partout où je pars. Dans les écoles, partout on peut se retrouver. Mais c'est de faire ce que nous voulons. Ça va en tout cas vraiment nous faire avancer. Merci beaucoup, M. Seydou. Monsieur le secrétaire général Egel, par rapport aux universités, particulièrement l'université de Niamey, en tout cas tout à l'heure dans votre intervention, vous avez eu à énumérer certaines filières, des critères et procédures, en tout cas pour être accepté dans ces filières, notamment à l'université de Niamey. Quels sont ces critères et procédures? Voilà, au niveau des facultés, les critères sont en réalité les suivants. D'abord, les suivants, excusez-moi, dire critères. Alors, au niveau de la fac de droit et la faculté de lettres et sciences humaines, n'importe quel bac peut être accepté. L'essentiel, c'est d'avoir le bac, que ce soit des séries scientifiques ou le bac série A. Et même au niveau du bac franco-arabe, on accepte au niveau de ces deux facultés. Seulement, il n'y a pas lieu d'énumérer des résultats, soi-disant à la base desquels on va prendre les camarades. Mais c'est une question de choix. On donne une sorte de fiche qui permettra à l'étudiant de faire un choix basé sur une sélection basée sur 3 filières qui sont des priorités.
Et c'est en fonction de ce choix-là, il y a un comité qui fera la sélection des camarades, donc pour les mettre dans les différentes filières. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, au niveau des autres facultés, mais même au niveau de l'ENES, j'ai oublié, au niveau de l'ENES également, j'avais oublié tout à l'heure de citer l'ENES, qui contient aussi français et anglais, français, histoire géo, maths PC, maths SVT, PC SVT, je pense bien. Alors, à ce niveau également, pour les séries littéraires que je viens de citer, français, anglais, français, histoire géo, etc. Et donc là, il faut avoir un bac, n'importe lequel, tu peux t'inscrire dans ces filières. Mais au niveau des autres filières qui restent et des autres facultés que je n'ai pas pu citer, il s'agit d'avoir un bac de série scientifique. Donc la fac d'agronomie, la faculté des sciences et techniques, la faculté des sciences économiques et de gestion et la faculté des sciences de la santé. Sauf que la petite différence, là encore c'est le même, le même modèle, le même modus operandi, qui consiste à faire un choix. Mais au niveau de la faculté des sciences de la santé, c'est là où la sélection est un peu rude. Parce que non seulement tout le monde va vouloir être médecin, ce qui est tout à fait normal dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi il y a l'aspect que là-bas, voilà, on demande de plus, en plus de ce qu'on demande comme papier, comme dossier ordinaire, on va demander un certificat de visite contre visite pour ceux qui veulent être au niveau de la médecine. Donc voilà un peu les critères de sélection. Merci SG. Alors, pour en finir, un dernier conseil à l'endroit des nouveaux bacheliers. Alors, s'il existe un conseil à donner, c'est d'abord de réitérer le fait qu'il ne faut pas choisir seulement quelque chose parce que tout simplement je le veux ou que je vois les autres là-bas. Je veux une combinaison entre vouloir et pouvoir. Non seulement c'est là que je veux, c'est aussi là que je peux. Parce que le plus souvent, on fait des choix sans être raisonnable. Ça, c'est le premier aspect. Le choix détermine ta vie dans sa totalité. Et c'est ce que beaucoup de candidats ou beaucoup de bacheliers n'arrivent pas à comprendre. À l'heure actuelle, le cœur bat. Il y a beaucoup de bacheliers qui ont fait le bac et qui ne savent pas quoi faire. De tout ce parcours, ils n'ont pas eu d'objectif fixé. Et c'est ce qui fait qu'après le bac, on est embrouillé. Donc à partir de cet instant, faites un choix que vous allez assumer en étant sûr que, évidemment, je peux et je veux. Ça, c'est un premier aspect. Et pour faire parenthèse, au niveau d'un cabinet qui aidait les candidats, qui aidait les bacheliers à l'époque, une petite sœur était venue avec ses dossiers parce que c'est une sorte de consultation que tu demandes qu'est-ce qu'il y a à tel niveau, qu'est-ce qu'il y a à tel niveau, on te demande et tu donnes un peu en termes de frais de consultation. Et le camarade qui était là nous racontait que la demoiselle, elle dit, moi, quand il a pris ses dossiers, on a demandé à la sœur, qu'est-ce que toi tu veux de la vie? Et la demoiselle dit, moi je ne sais pas. Et le monsieur, il a reconstitué encore les dossiers, il a remis et il dit, écoute ma soeur, tu déchires les dossiers et tu retournes à la maison. Et c'est en ce moment-là qu'elle a surgi en disant, hey, moi qui vais faire le droit. Ça veut dire, il y a le fait d'avoir un choix et refuser d'accepter ce choix aussi. Ça, c'est ce que le philosophe français écrivain Jean-Paul Sartre appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est être à mesure de choisir et faire semblant d'avoir le choix de quelqu'un. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Parce que quand quelqu'un choisit le contraire de ce que tu penses, tu vas voir la réaction. Et si tu pars dans le même sens, dans le sens du poil, il va dire, oui, évidemment, moi je vais. Donc, assumez vos choix. Ça, c'est d'abord le premier aspect. Deuxièmement, quand on part à l'université ou dans n'importe quel institut, le plus souvent, on pense qu'on est encore au lycée. Ce qui est très dangereux. Il faut avoir une certaine mentalité assez avancée et comprendre que maintenant, on est venu dans le champ absolu de la connaissance élargie. Quand on dit université, si on me permet de donner une sorte d'étymologie personnelle que je crée dans mon dictionnaire, c'est une sorte d'ouverture à l'univers infini. C'est-à-dire l'univers dans sa diversité. J'entends versité et je prends ça comme diversité, univers
diversité. Donc l'univers dans sa diversité, c'est ma compréhension des choses. Donc à partir de cet instant, il faut une certaine concentration. La concentration dont je parle, c'est le fait que quand on parle à l'université, on trouve tout. Nous autres qui crions syndicalistes, alors qu'on ne savait pas que c'est parce qu'on a évacué peut-être les cours théoriques en master, on n'est qu'un instant de soutenance et à tout moment on peut soutenir et quitter. Tu nous suis, tu es en première année, tu ne comprends pas, les choses évoluent et tu passes beaucoup d'années sans évoluer et tu vas sortir bridé. Ce qui est très dangereux, c'est que quelqu'un qui te dépasse en tout, qui a choisi d'être sérieux et résistant, il va revenir et il va être ton chef. Et ce n'est pas sérieux. Donc, il faut être très vigilant quand on parle, qu'on sache vraiment que la distraction qui existe à tous les niveaux, parce que c'est de cela qu'il s'agit. À l'université, on est facilement distrayable. La distraction qui existe à tous les niveaux ne doit pas te prendre la tête. Donc, un autre élément, c'est par rapport même à l'inscription. Beaucoup de camarades ne savent pas que si tu rates une inscription, tu n'es plus étudiant. Et donc, un élément que je ne dois pas passer également sous silence, c'est le fait de déposer son dossier à temps. Vous allez fatiguer les syndicalistes qui vont aller 1000 fois négocier et le plus souvent, là, la sélection ne va plus être la sélection voulue. C'est-à-dire quand c'est une négociation pour réouverture, maintenant on regarde là où il y a possibilité. On ne regarde pas là où tu veux ou là où tu peux. On regarde là où il y a possibilité. D'où la nécessité, dès qu'on ouvre, d'être le premier à déposer. Ça, c'est très important. Je le dis en tant que syndicaliste. Nous allons nous fatiguer, vous allez vous fatiguer, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Donc, il faut être le premier à déposer. Et quand on entend inscription, il faut être le premier à s'inscrire. Parce que là aussi, souvent, c'est un jeu. On pense que c'est à l'université, on peut s'inscrire le dernier jour de l'année. Et le danger, c'est que l'université n'est pas un marché où on ouvre quand on veut, on entre quand on veut, on sort quand on veut. Ce n'est pas sérieux. Donc, il faut comprendre tous ces états de fait pour les camarades qui viennent d'arriver et beaucoup plus de patience et de résistance et de résilience. Parce que l'université a des réalités socio-académiques tellement dures. Quelqu'un qui n'a jamais été deuxième de sa classe, qui a toujours été n'importe quoi le premier de la classe, à l'université, tu vas venir, tu vas trouver sur un PV, tu as 2 sur 20. Une matière à laquelle tu n'as jamais raté la moyenne dans ta vie, peut-être c'est à cette matière-là qui va t'empêcher de valider un semestre. C'est mon cas précis. Moi, je n'ai jamais raté la moyenne en histoire, géographie et en français. Il a fallu l'université pour que je reprenne ces 2 matières. Donc, vous voyez un peu, tous ces éléments-là concourent à rendre la mission un peu plus douteuse. Mais partout où il y a la volonté, les Anglais disent « when there is will, there is a way ». Partout où il y a la volonté, il y a la voie. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, il faut se dire que je peux, parce que les gens ont pu, et moi aussi je peux. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Merci SG, merci beaucoup. Monsieur Seydou, rapidement un conseil à l'endroit des nouveaux bacheliers. Vous avez 2 minutes. D'accord, merci. Moi, je dirais tout simplement qu'ils doivent se dire que notre pays n'a jamais autant demandé qu'aujourd'hui à ses fils et à ses filles, c'est-à-dire de prouver concrètement ce dont ils sont capables, positivement capables dans ce monde bouleversé où les chances de survivre résident uniquement dans la force des bras et des cerveaux. Donc, nous comptons sur eux parce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui est en train de venir. Nous comptons sur eux pour qu'il y ait, c'est-à-dire une certaine relève au niveau de toutes les instances. Que ce soit qu'on n'ait plus de Chinois au niveau de la SORAS, qu'on n'ait plus des Chinois pour construire les ponts, qu'on n'ait plus des experts qui vont venir ici nous apprendre quoi que ce soit. Donc, de créer les conditions, de se dire qu'on peut être aussi des experts. Donc, avoir la volonté de travail et que chacun doit se dire dans sa tête, en son fort intérieur, qu'il doit être le premier, c'est-à-dire de la faculté. Donc, qu'il y ait une concurrence rude au niveau de toutes les facultés. Et qu'on se dise, voilà, il n'y a pas de redoublant et qu'on bannisse la tricherie. C'est surtout ça, moi, ce que j'ai à leur dire. Bannir la tricherie, prôner l'excellence et toujours vouloir travailler. En tout cas, quand ils arrivent à maintenir ces états de fait-là, je pense que nous ne pouvons qu'être satisfaits. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci Monsieur Seydou, merci beaucoup à tous pour vos contributions et réactions
Je pense que nous allons nous arrêter ici compte tenu du temps écoulé. Merci. Je rappelle, M. Seli Chekrao, vous êtes coordinateur du projet Mon École et M. Kadiri Hassan, vous êtes le secrétaire général de l'UNUN. Merci en tout cas à toute l'équipe de la radio et télévision Bonferré qui nous a accompagnés durant la réalisation de cette émission. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à l'Association des étudiants musulmans du Niger. Restez en compagnie des programmes de la télévision Bonferré. À bientôt. Merci. Ah, ça va, Abdellah. C'était en tout cas bien.